Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'éducation sexuelle aux plus jeunes doit-elle être la priorité du gouvernement? 3 hommes et un coffin. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pascal Béard, Manu Combe, Radar, Philippe Bohen et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, vous êtes formidables, il faut aider leur information. Mais comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur cette affaire qui prend de l'ampleur. Jugée transphobe, une parodie de troisième sexe d'Indochine diffusée à la télévision belge suscite l'indignation. Régis Le Sommier, l'indignation. Le Parisien, bien dans le militantisme woke ambiant. Mais sur le plan personnel, j'ai hâte de lire ce trésor de mauvaise foi et de propagande. Allons-y, on va s'amuser. Alors que le texte d'origine parle de l'androgynie et de la fluidité des genres, celui diffusé sur la chaîne de la RTBF se moque des gens qui ne se définissent ni comme une femme, ni comme un homme, avec des paroles comme « Chaque seconde, moi je réinvente sur papier mon identité » ou encore « Je suis une fille ou un héron, moi un lapin qui se sent poisson. Suis-je une femme ou Brigitte Macron ?» Pour la vraie vidéo, toujours dans la description. Est-ce là le délit de ces humoristes? L'indignation selon le Parisien? Des blagues potaches? Leur intolérance, pour le coup, interroge. Mais attention, selon ce journaliste du Parisien, il y a eu un crime, oui, un crime de lèse-majesté. Suis-je une femme ou Brigitte Macron est une référence à la rumeur des complotistes, selon laquelle la première dame, alors on va tout de suite s'arrêter, monsieur le journaliste du Parisien, la première dame, ce statut, n'existe pas en France. C'est une fake news, donc, ne serait pas née femme, et pour laquelle 2 femmes ont d'ailleurs été condamnées pour diffamation il y a moins de 2 semaines. Là encore, monsieur le baveux du Parisien, dont le propriétaire est la plus grande fortune du monde et ami du couple Macron, l'humour est par essence irrespectueux. Ces journalistes nous renverraient donc au temps de la Pravda et du Goulag, mais la suite, c'est encore plus savoureux. Les candidats de Drag Race Belgique lèvent la voix. Si le soir de la diffusion de cette parodie, le malaise ne semble pas avoir été ressenti, du moins dans le public, c'est lorsqu'elle a été partagée sur les réseaux sociaux du diffuseur belge que de nombreux internautes ont dénoncé ce sketch et s'en sont pris à la RTBF. Et oui, vous avez compris, il n'y a eu ni malaise ni indignation. C'est juste un réseau composé de quelques individus, ce fameux lobby malveillant qui attaque aussi Dora Muto, Marguerite Stern, et tous ceux qui ont un esprit critique, qui ont fait pression sur une chaîne de télévision pour obtenir la censure. C'est le cas notamment d'Alvita, dernière gagnante de l'émission Drag Race Belgique, le célèbre concours de Drag Queen, une émission produite par la RTBF et diffusée sur Tipeee. Si la transphobie est une valeur que vous prônez, alors je vous rends mon titre volontiers, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. La veuve, finaliste de la 2e saison, a quant à elle dénoncé cette transphobie ordinaire maquillée en humour grossier et un discours à 2 vitesses de la RTBF dont le progressisme est à géométrie variable, remarque 20 minutes. Non mais dans quel monde vit-on? Vous avez entendu le chef d'accusation contre la radio-télévision belge? Les humoristes de cette chaîne de télé ne sont pas suffisamment progressistes. Progressistes, cela signifie dans le langage courant fanatique woke. Et la suite, un pur régal d'inversion accusatoire, où ils accusent la RTBF de tenir un discours à 2 vitesses, à géométrie variable. Et c'est toujours de la novlangue, parce que ce discours à géométrie variable signifie interdiction de la pluralité et de l'humour. Et comme toujours, alors qu'ils sont une infime minorité qui peuple nos écrans, ils expliquent qu'ils sont invisibilisés et qu'ils sont des victimes. Hallucinant. Et comme toujours, la presse, gangrénée par ses réseaux,
reprend ses pleurnicheries totalitaires et liberticides sans aucun esprit critique. Le soir, grand journal belge, sketch du grand cactus, taxé de transphobie. La communauté pointe un discours déshumanisant et dangereux. La veuve et Alvida, que vous avez en photographie, 2 participantes à l'émission Drag Race Belgique, appellent à une prise de conscience. Sérieusement ? Ce qui est dangereux, c'est le scandale autour d'une séquence humoristique. Qu'on arrête cette polémique stupide. Ces gens nuisent bien évidemment à leur communauté. Et je ne crois pas que ça soit le meilleur moyen de se faire aimer que de jouer la drama queen. Non, il faut apparaître cool, tolérant et sympa. Un petit rappel, la pièce La cage aux folles a fait 1000 fois plus pour la cause gay que le militantisme de tous ces gens. Et oui, lorsqu'on apparaît sympathique et humain, on gagne les cœurs. À méditer. Mais lisons la réponse de l'émission Le Grand Cactus de la RTBF qui a été censurée dans toute la presse aux ordres. Depuis ce week-end, une vidéo extraite de l'émission suscite la polémique. Nous souhaitons vous partager le texte suivant sur un air d'Indochine. J'ai demandé à la Lune pourquoi ensemble on ne riait pas. Elle m'a montré ses brûlures, ses cicatrices et ses combats. Alors, je n'ai plus trop fière allure car l'intention n'était pas là, mais la parodie, je n'en connais aucune qui n'écorne ou ne transgresse pas. J'ai demandé à la Lune pourquoi elle n'a pas ri avec moi. Elle m'a dit « J'ai trop l'habitude d'être à chaque fois la cible de ça. Comme toi et moi, on n'est jamais tellement sûr de se comprendre parfois que c'était juste une caricature. Mes sincères regrets qu'elle te blesse comme ça, moi je n'ai pensé qu'à faire rire et la manière était certainement la pire. Respect à toi, à chaque être qui respire, ainsi qu'au droit à la satire. » Mais est-ce que toutes ces associations sont capables d'avoir du recul ? Manifestement non, puisqu'ils ont censuré la réponse très tolérante du grand cactus. Bientôt, les gens qui trouveront leur spectacle de mauvais goût, vulgaire, seront peut-être mis dans des camps pour être rééduqués. On sait très bien que derrière ce progressisme de façade, il y a tout un agenda. Démonstration. Le Parisien, tiens, c'est très étonnant. Éducation sexuelle à l'école. La secrétaire d'État, Salima Sa, veut qu'elle soit vraiment appliquée. Salima Sa, tiens, pourquoi une femme issue de la diversité ? Ah, en communication, on appelle cela la jurisprudence El Khomri. Vous vous rappelez de cette loi travail ? Le journaliste Kaka Bourdin avait démontré qu'El Khomri ne connaissait rien à la loi qu'elle présentait au Parlement. Cette loi n'était que la mise en pratique de directives européennes pour casser le droit du travail français. En choisissant El Khomri, le gouvernement pouvait accuser les détracteurs de cette loi de misogynie et de racisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jurisprudence El Khomri ? Plus une loi, une mesure sont immondes, plus celle ou celui qui va la présenter au Parlement doit appartenir au camp progressiste, pour utiliser, vous l'avez compris, l'inversion accusatoire. C'est ignoble. Macron, pour la loi des retraites, par exemple, avait choisi le sceau Dussault. Dussault était venu expliquer qu'il était gay et victime d'homophobie. Ces gens sont vraiment des tordus. Ils vous spolient votre retraite et lorsque vous protestez, vous êtes accusé d'homophobie. Vous voulez défendre vos enfants contre cette éducation sexuelle à l'école, eh bien vous êtes accusé de racisme ou de misogynie. Oui, vraiment des tordus parce que la réalité est toute différente. SOS Éducation. L'éducation sexuelle à l'école. L'étau se resserre. La nouvelle secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes vient d'annoncer lors d'une conférence du planning familial que l'éducation sexuelle doit désormais absolument être appliquée dans tous les établissements scolaires. Divers médias ont relayé l'information en citant notre pétition à plus de 70 000 signataires. Partagez-la pour montrer que nous sommes plus que jamais sur le pont pour défendre les enfants contre les idéologues qui veulent apprendre le concept de consentement aux enfants. L'enfant n'a pas à consentir, c'est aux adultes de les protéger. La pétition est dans ma description. Réaction de Béatrice Rosen. En tant que parent, ayant lu le projet de programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, je trouve totalement inapproprié qu'un adulte,
que ce soit à l'école ou ailleurs, parle de sexe à des enfants en âge en dessous de la puberté et fasse intrusion dans leur intimité. Ce n'est pas le rôle de l'école qui est d'instruire, lire, écrire, compter, plus le développement de l'esprit critique. Le consentement est impossible pour des enfants. L'enfant ne doit pas avoir à se protéger des adultes. Les adultes doivent protéger les enfants. Et il faut renforcer les politiques pénales contre tous ces tarés, qu'elles soient extrêmement fermes et appliquées dans leur intégralité. Le grooming de ces programmes, enseignés par quelles associations, sont une effraction d'adultes dans l'intimité des enfants. C'est un vrai sujet à ne pas prendre à la légère. Quant aux adolescents, je l'ai présenté hier, ils sont victimes d'un prosélytisme, on va mettre des guillemets, progressiste. C'est très utile à 13 ans de savoir lécher un anus, ça fait peut-être partie de la formation des futurs politiques et des journalistes, mais pas de celle de la majorité des Français. Sophie Audugé au micro de Tocsin, les vidéos sont dans ma description. Je gémis d'impatience et d'appréhension car après la cire, il ne s'emmerde pas avec des préliminaires, il s'engouffre brutalement et tant pis pour moi si je ne suis pas prête. La lecture d'un passage du Club des enfants perdus, sélectionné au prix Goncourt des lycéens, un moment entre les mains des adolescents, le 4e, c'est raconté par Sophie Audugé, donc au micro de Tocsin. Autrefois, les professeurs enseignaient les humanités. Aujourd'hui, ils enseignent la déshumanisation et la sexualisation aux plus jeunes. L'urgence, c'est que nos enfants reviennent à ces humanités, savoir lire, compter, réfléchir et argumenter. Il y a vraiment une urgence parce que de plus en plus sur les plateaux de télévision, nous avons de vrais dingos. 3 hommes et un coffin. Alice Coffin, à propos de l'agression et du meurtre de Philippine, ce n'est pas un problème d'OQTF, mais de masculinité. Bon, Alice Coffin, faut pas sortir sans vos cachets. Allez hop, 2 comprimés de pas d'amalgame. Et puis cette masculinité que vous attaquez sans cesse, il y a quand même quelque chose de curieux. On a l'impression que vous adoptez les codes que vous dénoncez. Cheveux courts, vêtements d'hommes, agressivité, une violence verbale. Et lorsque l'on fait remarquer que vous faites de l'amalgame, on dit les hommes parce qu'ils sont aujourd'hui encore trop nombreux à nous traumatiser. Mais vous les avez éliminés, les hommes de votre entourage. Éliminez les hommes. Schiappa accuse Alice Coffin de développer une nouvelle forme d'apartheid. Dans son livre Le génie lesbien, la militante féministe, élue écologiste au Conseil de Paris, propose notamment de boycotter tous les artistes masculins. Et dans son livre Le génie lesbien, elle s'interrogeait à en éliminer certains physiquement. Cela avait été dénoncé par Sonia Mabrouk. Ce progressisme est un véritable totalitarisme. Mais bon, derrière cette haine, il se cache toujours quelque chose, peut-être un business lucratif. Ok Alice, qu'est-ce que tu veux nous vendre? Alice veut nous vendre quelque chose. Monnaie, monnaie, monnaie. Bonsoir, mais quelle est la mission de ce cheval de Troie américain? Mon agent communique mes tarifs de consultante en diversité. Peut-on lire à la fin du génie lesbien? Ah, nous y voilà. On voulait donc nous vendre quelque chose. Et pour ça, quoi de plus efficace que de créer de toutes pièces un marché, un problème auquel on va ensuite proposer un remède. Sur les rayons, au choix, consultant en diversité, coach de vie, psychologue spécialisé en minorité et autres nouveaux métiers promettant aux personnes mal aimées et mal dans leur peau de les aider à vivre. Paiement par chèque ou carte bleue. Merci à Stéphane Edouard pour ses éclaircissements. Mais vous avez compris, sur le meurtre de Philippine, Alice Coffin vient vendre sa camelote. Oui, c'est à vomir. Mais vous remarquerez également que toute la gauche se surpasse en bassesse et ignoblerie. Comme les journalistes du service public Anne-Sophie Lapix. Comment vous allez financer les expulsions? Ça coûte quand même 1,8 milliard d'euros. Et le coût de la vie de Philippine, madame. Et pan sur le museau. C'est en effet la seule question que l'on doit se poser. Mais vous connaissez Anne-Sophie Lapix. Elle a été, comme à son habitude, devant un membre patriote du Rassemblement national, agressive, coupant sans cesse Jordan Bardella. Mais qui est cette Anne-Sophie Lapix qui nous parle d'argent? Oui, regardons de plus près.
Débat ce soir sur le sévice public entre Bardella et une de ses principales opposantes politiques. En effet, Anne-Sophie Lapix est mariée avec une des plus grosses fortunes de ce pays. C'est le PDG de Publicis, qui est un soutien d'Emmanuel Macron et vit dans un hôtel particulier à Paris, dans le 16e arrondissement. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Je trouve tout de suite, moi, ce 1,8 milliard. Lorsqu'on voit le niveau de désinformation de ces milliardaires aux ordres sur le service public, la propagande active des programmes de France 2, on le trouve tout de suite, ce 1,8 milliard. Radio, télévision, l'audiovisuel public coûte-t-il vraiment 4 milliards d'euros à l'État? Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a violemment critiqué France Télévisions, Radio France ou encore Arte, dénonçant le budget qu'il aura alloué. Eh bien, ce n'est pas une fake news, c'est 3,8 milliards d'euros d'impôts pour les Français. Voilà, ce sévice public abrutit complètement ceux qui le regardent, alors privatisons-le et sauvons des vies. Je vous ai dit il y a un instant que certains se distinguaient dans l'ignoblerie. Prix spécial pour Thomas Guénolé. On a chopé le mec en Suisse, donc l'OQTF avait été appliqué. Voilà ce qu'ose dire le macabre Guénolé, en oubliant que le mec avait tué Philippine et fuyé. Un tel dédain du malheur est insupportable. Et les militants de la France insoumise sont au même niveau que leurs dirigeants. C'est incroyable que des étudiants de Grenoble arrachent des affiches en hommage à Philippine. Grenoble, mais c'est la ville d'Éric Piolle, c'est une sorte de métaverse écolo-gauchiasse dont la visite est déconseillée sans gilet pare-balles depuis 20 heures et qui pourrait être baptisée Alice au pays des horreurs. Tout à fait juste. Sur le plateau d'Hanouna, il y a eu un différend entre Maître Divisio et le journaliste Louis Ragnel au sujet de l'Union européenne. C'est Divisio qui avait raison. Un juge national n'est pas tenu d'appliquer une décision de sa Cour constitutionnelle qui enfreint le droit de l'Union européenne. Et oui, la CJUE qui vient rappeler qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Sans le Frexit, aucune politique alternative n'est possible. Et les choses s'aggravent pour la France. Nous l'avions annoncé il y a quelques semaines. Les taux d'intérêt de la dette française sont désormais supérieurs à ceux de l'Espagne, mais aussi de la Slovénie ou du Portugal. C'est aussi ça, le bilan de la gestion financière catastrophique de Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Et les choses ne vont pas s'arranger. Une sorte de coup d'État, oui, très inquiétant. Pustula, qui se considère comme la reine d'Europe, vient de choisir comme numéro 2 à la Commission européenne, en charge de l'énergie notamment, une hystérique antinucléaire, l'Espagnole Teresa Ribera, qui a défendu comme ministre cette position dans son pays et qui est catégoriquement antinucléaire. Elle estime qu'il faut en sortir immédiatement. C'est même son grand cheval de bataille. Dans ce domaine, le duo formé par la présidente de la Commission et son adjointe est plus que préoccupant pour les Français. Qui en parle en France? Qui le dit aux Français? Notre absence de souveraineté nationale va nous contraindre au démantèlement du nucléaire à des prix de plus en plus exorbitants. On continue, on arrête et on reprend le contrôle? Il est temps. Politique. La Macronie est-elle en train de se dissoudre? Il y a quelques jours, je vous montrais ces députés qui quittaient les rangs de Renaissance. Eh bien, au niveau européen, c'est la même chose. Gouvernement Barnier, dénonçant une stratégie toxique. Pascal Canfin, qui est un écologiste forcené, démissionne du bureau exécutif de Renaissance. C'est lui qui est à l'origine du Green Deal. L'eurodéputé a fait part de sa décision dans une lettre adressée au secrétaire général du parti présidentiel, Stéphane Séjourné. Quant à Emmanuel Macron, il est de plus en plus isolé. Face à Matignon, la fin de la toute-puissance présidentielle. Privé d'une partie de ses pouvoirs depuis sa lourde défaite aux législatives, le président de la République va devoir procéder à une vaste réorganisation de son cabinet où les départs sont à prévoir et ils sont déjà, paraît-il, nombreux. Mais attention, si Emmanuel Macron n'est plus aussi tout-puissant, il a conservé un pouvoir de nuisance. Le CETA est un très bon accord et je suis confiant, déclare Emmanuel Macron au Canada. Le chef de l'État a estimé que le texte poursuivrait prochainement son chemin en France et en Europe pour permettre une adoption définitive. Le sujet avait fait polémique après une non-ratification par le Sénat français.
Macron trahit les agriculteurs français. Oui, une fois de plus. Eh bien, puisqu'on en est à ces deux messieurs, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un petit rappel de ma vidéo d'hier. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur leur rencontre. Eh bien, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais après leur rencontre, que voulez-vous? Ils avaient l'air ravis tous les deux. Emmanuel Macron avait les yeux grands ouverts, on avait l'impression qu'il avait les pupilles dilatées. Inutile d'en dire davantage. Quant à Brigitte Macron, elle était au défilé Dior, toute féminine, Brigitte Macron. Tenez, humour élyséen. On ne naît pas femme, on le devient, Jean-Michel Trogneux. Puisqu'on est dans la plaisanterie, Thomas Joly qui lance l'idée, je vous l'ai expliqué hier, d'un grand spectacle offert à la population. Offert à la population avec de l'argent public issu des impôts. Le mot offert peut-être ne convient pas. Autre petit plaisantin, Nono Le Maire. Premier cours à Lausanne, le renflement économique. Acheter du pétrole en direct aux Russes égale déficit. Acheter du pétrole russe à l'Inde plus cher égale profit. Tout, vous saurez tout sur le zizi. On a trouvé les notes des cours de Bruno Le Maire. Je ne pense pas qu'il soit très qualifié, les débuts chahutés de Bruno Le Maire, reconverti en professeur à Lausanne. L'ancien ministre de l'économie a tenu son premier cours dans une école de Lausanne, en Suisse, mais n'a pas convaincu tout le monde. Comment cela aurait-il pu être autrement ? Dans les salons de conversation ce week-end, on travaillera sur le rapport Kinsey. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.